La Côte d'Ivoire et le Ghana pourront avoir une bouffée d'oxygène. La Banque africaine de développement va leur apporter un appui. En effet, les deux pays sont confrontés à la chute des cours du cacao de 40% en moins d'un an. C'est au cours d'une visite au Ghana en début de mois que Akinwumi Adesina a annoncé la bonne nouvelle. Il s'agit d'un accompagnement qui s'inscrit dans le cadre des rencontres organisées par les deux pays visant à mieux coordonner leurs actions communes afin de limiter la volatilité des cours. Abidjan et Accra ont à cet effet soumis à l'institution bancaire une demande de financement de 1,2 milliard $. Cette enveloppe permettra d'alimenter un fonds de stabilisation et un fonds d'industrialisation au profit des deux pays qui représentent pas moins de 60% de l'offre mondiale de fèves. Somme toute, il sera question de soutenir la transformation locale de fèves ainsi que la consommation du chocolat et de produits dérivés du cacao sur les marchés locaux et régionaux. De même, il s'agira de bâtir des installations de stockage et d'entreposage afin de réguler la mise sur le marché des fèves, de mettre en place une bourse africaine du cacao, de lutter contre les maladies virales du cacaoyer, entre autres. Le défi est de taille pour la Côte d'Ivoire, dont le cacao représente 40% des exportations et 15% du PIB. La Banque africaine de développement annonce la constitution d'équipes d'experts qui vont effectuer une mission d'évaluation dans les deux pays. Le tycoon nigérian et homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, vient d'annoncer sa stratégie d'investissement pour les années à venir. La diversification demeure la pierre angulaire pour les opérations de Dangote, mais avec une portée géographique qui s'ajoute à celle économique. En clair, le groupe nigérian prévoit d'investir entre 20 et 50 milliards de dollars entre les États-Unis et l'Europe d'ici 2025. Une offensive qui devrait cibler l'industrie, notamment les énergies renouvelables et la pétrochimie. Cet élargissement du champ d'action du groupe Dangote, programmé dès 2020, représentera la première incursion de l'entreprise lors de ses marchés traditionnels, notamment le Nigeria, où le groupe a misé près de 5 milliards de dollars dans des projets agricoles et une raffinerie de pétrole pour 11 milliards de dollars. L'ambition du management du groupe est que les placements hors Afrique atteignent 60% des investissements à venir dans un délai de 3 ans. Pour le moment, la cimenterie du groupe reste le pôle le plus rentable pour Dangote. Cette filiale représente à elle seule 80% de la richesse du businessman. Une concentration qui a poussé Dangote à chercher d'autres sources de revenus en 2015 avec la construction d'une raffinerie d'une capacité de 650 000 barils par jour. La monnaie de l'Éthiopie étant surévaluée, l'institution de Bretton Woods propose comme la solution la plus appropriée aux autorités la dévaluation. Cela permettra de faire face à la hausse grandissante des volumes d'argent échangés sur le marché parallèle. Aussi, indique-t-elle qu'au taux actuel de 23 billets pour $1, il est possible d'observer bientôt une distorsion et des déséquilibres dans la balance de paiement du pays. Une proposition qui laisse perplexe le gouvernement qui se montre très réservé quant à l'adoption d'une telle suggestion. Toutefois, les membres de l'équipe dirigeante de l'État reconnaissent que prendre cette décision permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, cela servira effectivement à booster les revenus d'exportation, réduire le déficit commercial pris en monnaie locale et amortir la pression des taux d'intérêt sur les emprunts locaux. Cependant, dans un pays de plus de 80 millions d'habitants et dont les importations représentent une part importante des biens de première nécessité, la crainte est trop grande, de peur de voir une nouvelle dévaluation officielle se traduire par une nouvelle flambée des prix sur les marchés. Pour des experts, une des grandes faiblesses de l'Éthiopie face à une dévaluation de sa monnaie, c'est le fait que le volume des biens qu'elle peut exporter aujourd'hui est assez limité comparé à ses besoins en devises. La surévaluation de la birre est aujourd'hui admise et pourtant, la menace d'une hyperinflation fait hésiter à prendre la décision qui tôt ou tard s'imposera.
17% de hausse de janvier à juillet. C'est la croissance enregistrée au Kenya dans le secteur de l'exportation du café. Ce dynamisme des recettes d'exportation s'explique par l'augmentation des prix de la denrée sur la bourse du café de Nairobi. Pour Daniel Mbiti, directeur général de la bourse du café de Nairobi, de meilleurs prix ont été obtenus cette année en raison de la concurrence accrue entre les négociants dans un contexte de baisse de l'offre disponible aux enchères. Le volume de fèves exportées s'est en effet établi à 29 300 tonnes contre 31 300 tonnes un an plus tôt, du fait de la baisse des rendements de la culture dans les principales zones de production du Mont Kenya, liées aux conditions météorologiques défavorables. Pour rappel, le Kenya expédie son café principalement vers l'Europe et l'Amérique du Nord. C'est le 5e producteur africain de café derrière l'Éthiopie, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et la Tanzanie. Sur l'île Maurice, le Fonds monétaire international recommande aux autorités de renforcer la politique monétaire afin de contenir l'inflation. En effet, le taux d'inflation a connu une reprise pour atteindre actuellement 5,3%, une reprise due à des chocs de l'offre qui inquiètent le FMI. L'institution de Bretton Woods recommande de s'attaquer aux pressions inflationnistes en renforçant la politique monétaire tout en modernisant son cadre pour apporter les réponses adéquates aux chocs de l'offre. Selon les estimations du FMI, l'inflation globale devrait rester supérieure à 5% au cours du deuxième semestre 2017. Il faut dire que le taux d'inflation a régressé d'un point en s'établissant à 5,3% en glissement annuel en juillet 2017 contre 6,4% un mois plus tôt. Le Fonds monétaire international reste confiant en ce qui concerne l'avenir économique de Maurice. Une amélioration qui passe cependant par des réformes, notamment des mesures pour relancer le niveau de crédibilité du système fiscal et pour rehausser le niveau de compétitivité du pays. Le produit intérieur brut réel de Maurice devrait progresser de 3,9% au cours de l'année 2017, porté par le secteur de la construction. Une croissance faible à 1,7% et une dette extérieure qui s'accroît jusqu'à 72% du PIB. Voilà les conclusions auxquelles ont abouti les administrateurs du FMI au terme d'une mission en Mauritanie. Selon ces administrateurs, les risques qui pèsent sur la stabilité financière du pays ont aussi été accentués par le ralentissement de l'activité économique. Voilà pourquoi il recommande que la politique budgétaire se centre sur la consolidation des ajustements assurés jusqu'à présent et sur la création d'une marge de manœuvre budgétaire en accélérant les réformes en cours. Ceci permettrait d'accroître les dépenses sociales et les dépenses d'infrastructures sans compromettre la stabilité macroéconomique ni la viabilité de la dette. Autre recommandation, la modernisation des administrations fiscales et douanières, la mise en place d'un impôt sur les sociétés, l'adoption d'une nouvelle loi de finances organique et la suppression progressive des exonérations fiscales. Les autorités mauritaniennes sont par ailleurs invitées à éviter les emprunts non concessionnels et à accorder plutôt la préférence aux prêts concessionnels et aux dons. De quoi booster la croissance dans un contexte où le pays est en train de renforcer la supervision bancaire et de préparer une stratégie nationale de croissance accélérée et plus inclusive pour la période 2016-2030. Cette stratégie comprend des réformes structurelles et un vaste programme d'investissement en infrastructures financé sur ressources extérieures pour soutenir l'emploi, la croissance et la diversification. Presque 41 milliards de dollars, c'est pratiquement ce qu'Abuja compte investir très prochainement dans la modernisation de son réseau ferroviaire. Un budget dont la moitié sera prise en charge par l'Exim Bank. L'objectif est d'assurer les bases de la diversification économique voulue par le gouvernement et qui est largement freinée par l'état chaotique du réseau routier et la faible capacité de transport de marchandises par voie ferrée.
Conséquemment, le gouvernement a annoncé la construction d'une deuxième ligne de chemin de fer reliant les deux plus importantes villes du pays, Lagos à Kano au nord. Une ligne qui s'étendra sur 1100 km et sera destinée autant au fret qu'au transport de passagers. Abuja compte également construire un chemin de fer côtier reliant Lagos à la ville orientale de Calabar. Ces deux nouveaux tracés devraient mobiliser 20 milliards de dollars des fonds qui seront débloqués par la Banque d'exportation et d'importation de Chine qui a déjà versé 5,9 milliards de dollars aux autorités nigérianes. Les travaux des deux lignes ont été confiés à un opérateur chinois qui devra livrer les chantiers d'ici fin 2019. La modernisation du réseau ferroviaire nigérien intéresse également les opérateurs occidentaux, notamment l'américain General Electric qui réhabilite actuellement 3505 km de chantiers de fer reliant Lagos à Port Harcourt. Plus de 38 000 millions de francs CFA. Voilà l'exploit accompli en moins d'un an par le Bénin et la Chine. Le bulletin trimestriel de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique pour les statistiques du commerce extérieur l'indique si bien. Ce volume des échanges commerciaux entre le Bénin et la Chine au premier trimestre de 2017 se décline notamment à plus de 11 000 millions de francs CFA pour les exportations. Ce qui du coup classe la Chine à la 3e position des 10 meilleurs pays exportateurs du Bénin avec 11,58% des exportations totales. Au premier et deuxième rang, on retrouve le Vietnam et le Bangladesh. Les 10 principaux produits exportés sont estimés à plus de 82 000 millions de francs CFA. Ainsi, le total des exportations est porté à 84,79%. Le coton non cardé ni peigné est largement en tête avec plus de 52 000 millions de francs CFA. Il est suivi des produits à coque comestibles, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués, exportés pour un total de plus de 10 000 millions de francs CFA d'après l'INSAE. Quant à l'autre pan des échanges commerciaux, les importations, la même source indique que la Chine, avec plus de 26 000 millions de francs CFA, se classe en 4e position des 10 meilleurs partenaires à l'importation du Bénin, avec 7,72% de la part totale des importations. On retrouve à la première place le riz semi-blanchi, même poli, glacé, étuvé ou converti. Viennent ensuite les huiles de pétrole ou de minéraux bitumés. En Tunisie, la croissance économique a enregistré une lente amélioration. Il s'agit d'un constat du Fonds monétaire international lors du récent passage de l'une de ses missions qui a séjourné dans la capitale tunisienne du 26 juillet au 3 août dernier. La croissance est en effet sur le point d'atteindre les 2,3% en 2017, selon les estimations de l'institution de Bretton Woods, qui note par ailleurs que l'inflation a grimpé de 5,5% en juin 2017. Après la baisse de croissance en 2016, soit 1% enregistré contre 1,1% en 2015, la Tunisie doit cette timide amélioration de sa croissance à la reprise dans les secteurs du phosphate, de l'agriculture et du tourisme. Beaucoup de défis restent cependant à relever pour permettre au pays de maintenir et de soutenir sa croissance. D'après des diagnostics, l'économie tunisienne souffre d'une forte consommation qui alimente l'inflation et augmente davantage ses déficits budgétaires et externes déjà très élevés. Selon le Fonds monétaire international, cette situation exerce des pressions à la baisse sur le dinar, la monnaie tunisienne.